Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Les menaces qui planent sur l'audiovisuel public en Tchéquie trouvent des échos au niveau international. On entendra dans cette émission le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Et puis les images ont fait le tour du monde, des fumigènes et des violences sur la pelouse du terrain où se jouait le traditionnel derby Sparta-Slavia. Des incidents graves qui ne devraient pas rester sans conséquences pour le club du Slavia. Et puis pour le dernier sujet du jour, nous vous proposons de découvrir la galerie Plato à Ostrava, dans l'est de la Tchéquie. Mais tout de suite, c'est le bulletin d'information en compagnie de Magdalena Hrozinkova. Les informations. Comme annoncé dimanche par le Premier ministre Andrej Babiš sur les réseaux sociaux, le gouvernement a nommé ce lundi Jakub Landowski chargé de mission pour le suivi des engagements de la Tchéquie envers l'Alliance Atlantique. Jakub Landowski est l'ancien ambassadeur tchèque auprès de l'OTAN. Sa mission principale sera donc de coordonner et de superviser le respect des obligations du pays envers l'OTAN, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité. Cette année, la République tchèque ne respectera pas, selon l'évaluation de l'OTAN, son engagement de consacrer 2% de son produit intérieur brut à la défense. D'après l'Alliance Atlantique, les dépenses militaires atteindront 1,78% du PIB, a récemment annoncé le Premier ministre Andrej Babiš. Vice-premier ministre et bras droit d'Andrej Babiš au sein du mouvement ANO, principale formation de la coalition gouvernementale, Karel Havlíček s'est exprimé dimanche à la télévision tchèque au sujet du congrès de l'Association des Allemands des Sudètes qui doit se tenir du 22 au 25 mai prochain à Brno, chef-lieu de la Moravie. Selon Karel Havlíček, l'association aurait pu faire preuve de plus de bon sens en organisant cette rencontre ailleurs qu'en République tchèque. Cela nous dérange que cela se passe à Brno et cela nous dérange que l'on ravive de vieilles blessures, a-t-il déclaré. Jeudi, la Chambre des députés se penchera à nouveau sur la résolution relative à la tenue de ce congrès. Les Allemands des Sudètes ont été invités en République tchèque par l'organisation Meeting Brno, une association qui soutient les activités culturelles. Cette initiative organise notamment en Moravie du Sud la marche de la réconciliation qui commémore l'expulsion de la population germanophone de Brno après la Deuxième Guerre mondiale. Selon le ministre tchèque des Affaires étrangères Petr Matýnka, le ministre allemand de l'Intérieur Alexander Dobrindt et le ministre président bavarois Markus Söder, qui se préparent à se rendre la semaine prochaine au congrès des Allemands des Sudètes à Brno, ne profiteront pas de cet événement. Le chef de la diplomatie tchèque l'a déclaré dans une interview publiée ce lundi dans le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Petr Matýnka a souligné que la critique du congrès n'était pas dirigée contre l'Allemagne, avec laquelle la République tchèque entretient, selon lui, d'excellentes relations. Une réforme de la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité est une des priorités du ministère du Travail et des Affaires sociales, dirigé par Aleš Juchelka du mouvement ANO. Ce lundi, une conférence dédiée à ce sujet est organisée à la Chambre des députés. À cette occasion, la vice-ministre Edita Stejskalová a indiqué que le ministère entendait mettre en place une institution chargée de la famille et de la protection de l'enfance. L'approche des travailleurs sociaux, de psychologues et de juristes à travers le pays devrait être harmonisée, a expliqué la vice-ministre du Travail. Cette nouvelle institution pourrait commencer à fonctionner sous l'égide du ministère d'ici 4 ans. La République tchèque fait depuis longtemps l'objet de critiques de la part d'institutions étrangères et d'experts nationaux en raison de l'insuffisante prise en charge des enfants en détresse et de la fragmentation de cette aide sociale
sociale. Celle-ci relève en effet des compétences des ministères du Travail, de l'Éducation, de la Santé et de la Justice. Il y a 2 ans, les travailleurs sociaux en Tchéquie ont traité, selon leur rapport, de plus de 11 000 cas d'enfants victimes de maltraitance, de négligence ou de violence. Près de 3 300 enfants ont été retirés à leurs parents, tandis que 8 enfants sont décédés à la suite de mauvais traitements et 265 enfants ont dû être hospitalisés. Inspirée du célèbre livre pour enfants de Josef Čapek, la série d'animation tchèque Opejskové a kočičce, histoire de chiens et de chats, de la réalisatrice Barbora Dlouhá, a été sélectionnée dans la compétition du prestigieux Festival international du film d'animation d'Annecy, en France, dans la catégorie des films télévisés. Cette section compétitive est organisée en 5 programmes pour des publics multiples. Le festival d'Annecy se déroulera du 21 au 27 juin prochain. La série Opejskové a kočičce a été produite pour l'émission culte du soir pour les enfants Večerní Čech, diffusée sur la télévision publique tchèque depuis 61 ans. Côté météo, c'est un temps froid et pluvieux qui s'installera en Tchéquie dès mardi, jour de fête des Pankrats. Les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés. Des chutes de neige locales sont annoncées en altitude. Radio Prague International, le programme francophone. Les délégués du 100e congrès annuel de la Fédération internationale des journalistes réunis à Paris ont conclu leurs 4 jours de débat par un appel spécial adressé au Premier ministre tchèque Andrej Babiš concernant l'audiovisuel public et les réformes en cours à Prague. Les détails avec Alexis Rosenzweig. Cette initiative de la Fédération internationale des journalistes fait suite à un rapport urgent transmis par l'un de ses membres, le syndicat des journalistes de République tchèque, concernant la réforme législative en préparation qui modifierait en profondeur le statut, le financement et l'émission de la télévision publique Česká televize et de la radio publique Český rozhlas. Anthony Bélanger est le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. On l'écoute. On peut dire que c'est positif parce qu'il y a eu une motion urgente qui a été votée à l'unanimité par le congrès du centenaire, le congrès mondial. C'était plus de 350 journalistes issus de plus de 120 pays. Donc on peut estimer de ce côté-là, quand une motion urgente est votée à l'unanimité, c'est que le sujet est grave et que le sujet est sérieux et que tout le monde a bien compris qu'il y avait une volonté de la communauté mondiale des journalistes de soutenir notre organisation tchèque pour les services publics des médias. Après, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le résultat. C'est-à-dire que quand on en arrive à une motion urgente, souvent les motions urgentes sont sur des cas quand même assez graves. Et sur le service public tchèque, moi je suis assez inquiet de la suite. Il y a un coup près qui va tomber dans quelques jours. Et il est clair que le poids de la Fédération mondiale, qui est la seule organisation professionnelle, je veux le rappeler ici, 600 000 journalistes dans le monde, seule organisation professionnelle mondiale, il faut qu'on pèse de tout notre poids pour que le gouvernement change son fusil d'épaule. Parce que le financement public, c'est la clé pour le service public. Si vous commencez à couper la redevance notamment du service public, eh bien évidemment ils auront beau jeu de dire non, on n'a pas assez de soutien, c'est pas de notre faute, on n'a pas assez d'argent, etc. Et donc on va couper les moyens. Et donc si on coupe les moyens au service public, c'est aussi c'est moins d'informations pour le citoyen, en tout cas moins d'informations diversifiées, ouvertes évidemment sur tout le panel de la liberté, si on peut dire la liberté syndicale, la liberté d'expression, et donc à partir de là c'est une porte ouverte à une disparition lente du service au public. Et quand on est dans une télévision, dans une radio de service public, on rend d'abord service au public. Donc moi je suis inquiet de ce côté-là. Sur mon aspect, moi en tant que secrétaire général de la Fédération internationale, je savais que cette motion allait être soutenue. Et j'étais quasi sûr, on n'est jamais sûr, dans une assemblée aussi grande, aussi diversifiée, parce que ça vient de partout et avec des cultures différentes. Mais notre congrès a bien compris l'urgence de cette motion qui a été présentée par notre organisation tchèque. Et c'était, quand on a un vote à l'unanimité, c'est qu'il n'y a même plus de débat, c'est qu'il faut y aller et c'est très urgent.
Dimanche, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement tchèque Andrej Babiš a martelé que les plans de sa coalition en la matière demeuraient inchangés, carte à l'appui. Concernant ce débat sur les redevances, c'est une histoire sans fin. Nous avions cette réforme dans notre programme et comme vous pouvez le voir sur la carte, les pays où il existe encore une redevance ne sont plus très nombreux. La majorité des États financent désormais cela directement par le budget public. Vous serez informés de tout cela. Peut-être que cela paraît inhabituel pour certains, mais nous appliquons notre programme et nous continuerons à l'appliquer. Selon Anthony Bélanger, la Tchéquie est loin d'être un cas isolé en la matière. De plus en plus, on fait la guerre au service public. Et on prend toujours la bonne raison, c'est ça coûte trop cher. Je prends un seul exemple. On a la même chose à la BBC, on a la même chose à France Télévisions, on a la même chose à la RAI, on a la même chose au Canada, à la NHK, au Japon. C'est toujours le même discours. Sauf que, si on remonte un petit peu dans le temps, qu'on reprend la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le service public d'information a été mis en place à un moment où tous les États étaient à genoux, où il n'y avait plus d'argent. Et pourtant, on a fait un service public de qualité. Et à tous les niveaux, hein, que ce soit la sécurité sociale, je peux le prendre l'exemple d'ici en France, la sécurité sociale, les transports publics, etc. Ça a été fait à ce moment-là. Les grandes sociétés nationales ont été créées à ce moment-là. Et la question de l'argent n'a aucun sens. Quand on veut un vrai service public digne de ce nom, on doit mettre les moyens. Et la redevance, c'est un bon système. C'est un bon système, c'est le service public, ça veut dire c'est le service au public, mais ça veut dire que ça appartient aussi au public quand on paye une redevance. Et à partir du moment où vous dites non, on ne paye plus de redevance, on remet le service public dans d'autres mains potentielles, dans les mains de la publicité par exemple, dans des mains d'actionnaires. Et à partir de ce moment-là, on se met en danger, sur le contenu même. Et je me souviens des arguments de Nicolas Sarkozy en France, il avait exactement le même. Il disait ouais, plus personne ne regarde le service public. Alors que quand on regarde les audiences, oui, il y a d'autres chaînes, hein, et le pluralisme, c'est aussi d'autres chaînes. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Mais les autres chaînes ont des axes politiques qui sont très clairs, des axes même économiques qui sont très clairs, des axes d'actionnariat qui sont très clairs. Mais quand on veut un service au public, on met les moyens. Et quand on regarde bien les audiences, si on a un service de qualité d'un côté, les audiences elles suivent. Il n'y a pas de discussion. Et c'est facile de dire que le contenu n'est pas bon ou que les gens ne regardent plus pour baisser les budgets. Et c'est parce qu'ils ont baissé les budgets que les gens vont peut-être un peu moins regarder. Le même jour que l'adoption de la motion de la Fédération internationale des journalistes à Paris, le 7 mai, l'Union européenne de radio-télévision, UER ou IBU en anglais, la plus grande alliance de médias de service public dans le monde, a annoncé elle aussi envoyer une missive au Premier ministre tchèque pour, je cite, lui faire part de ses préoccupations concernant un projet de loi qui pourrait porter atteinte à l'indépendance, à la stabilité et à la conformité européenne des médias de service public en Tchéquie. La lettre de la Fédération internationale des journalistes devrait quant à elle être reçue par le Premier ministre dans quelques jours. Anthony Bélanger. La lettre elle va partir dès la semaine prochaine. Je vais être en contact très vite avec la responsable de notre syndicat sur place. Elle va partir au gouvernement dans les jours qui viennent, hein, pour que ça arrive chez vous le plus vite possible. Le contenu, c'est assez simple, c'est qu'il revienne sur la décision. On peut pas, et la défense, tout simplement, la base du service public. Un pays comme le vôtre se doit d'avoir un service de public fort et de qualité, surtout avec l'histoire récente qui est la vôtre. Le citoyen tchèque a besoin de ce service public. Vous avez été dans des sortes de télévision d'État pendant des décennies. Ne revenez pas à l'opposé, c'est-à-dire à une sorte de télévision qui appartiendrait à quelques milliardaires qui voudraient mettre de l'argent dans la télévision ou dans les médias de façon générale. C'est ce que je vois de toute façon, c'est ce qu'on voit de plus en plus en ce moment dans le reste de l'Europe. Hein.
Envahissement du terrain avant la fin de la rencontre, joueurs agressés par les supporters directement sur la pelouse, jet d'engins pyrotechniques en direction des tribunes et finalement match arrêté alors qu'il était censé être une grande fête, le traditionnel derby pragois entre le Slavia et le Sparta, décisif pour l'attribution du titre. Le champion a basculé dans la violence et viré au chaos samedi soir. D'une rare gravité dans l'histoire du football tchèque, ces incidents abondamment relayés dans les médias étrangers devraient valoir de très lourdes sanctions au Slavia à quelques jours de la fin du championnat. Guillaume Narguet. A pozor, ještě není konec zápasu a slávisté vběhli na hřiště, tak tohle. Jamais sans doute encore dans l'histoire du football tchèque, il n'avait été autant question de son championnat national à l'étranger que lors du week-end écoulé. Les images de l'envahissement du terrain du stade d'Eden par les supporters locaux du Slavia samedi soir dernier, quelques instants seulement avant le coup de sifflet final du derby contre le Sparta, ont peut-être bien fait le tour du monde tant elles sont impressionnantes et choquantes. D'une rare ampleur, le déferlement de bêtises et de violence qui s'en est suivi sur la pelouse même, avec des joueurs des deux équipes contraints dans la panique de fuir l'aire de jeu en sprintant, devrait coûter très cher au Slavia. Il ne restait pourtant plus que 3 ou 4 minutes à jouer dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps et alors qu'ils menaient 3-2 face à leur grand rival, les joueurs et les supporters du Slavia s'apprêtaient à célébrer la conquête d'un nouveau titre de champion de République tchèque, le 9e depuis la partition de la Tchécoslovaquie. En cas de victoire, avec alors 11 points d'avance sur le Sparta à 3 journées de la fin du championnat, le Slavia, un Slavia déjà sacré la saison dernière, aurait en effet eu la garantie de ne plus pouvoir être rejoint en tête du classement. Mais au lieu d'une soirée remplie de joie, d'embrassades et autres chants, c'est une longue nuit de cauchemar qu'ont vécu les dirigeants du Sparta et en premier lieu son président Jaroslav Tvrdik. Je peux comprendre les supporters qui étaient impatients de célébrer la fin d'une saison réussie et un nouveau titre de champion, mais nous ne pouvons pas tolérer ce genre d'excès, c'est impardonnable et il n'existe aucune excuse et aucune circonstance atténuante. C'est une situation compliquée, assurément la plus grande honte que je ressens depuis que je dirige le Slavia, mais nous sommes les seuls fautifs. Nous avons déjà pris certaines décisions concrètes. Le supporter qui a arrosé de bière le gardien du Sparta a été interdit de stade à vie et la tribune nord, Tribuna Sever, restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Součástí těch opatření je také uzavření tribuny Sever. Appelé Tribuna Sever en tchèque, très réputé dans le milieu des ultras, y compris en dehors des frontières de la République tchèque pour la chaude ambiance qui y règne et les tifos souvent grandioses qui y sont déployés. La tribune nord, une tribune située juste derrière l'un des 2 buts du stade d'Eden et l'endroit où lors de chaque match se réunissent les supporters les plus fervents et bruyants du Slavia. Les plus violents aussi pour une minorité d'entre eux, très actifs notamment lors des déplacements de leur équipe et dont le comportement a déjà valu de nombreuses sanctions administratives et financières au Slavia ces dernières années. C'est précisément depuis le bas de cette tribune que plusieurs centaines de supporters, d'abord rassemblés juste derrière les panneaux publicitaires, ont envahi le terrain samedi, tandis que les joueurs des 2 équipes s'empressaient de quitter la pelouse et que la confusion la plus totale s'installait dans un épais nuage de fumée causé par les fumigènes. 3 joueurs du Sparta ont alors été agressés, parmi lesquels notamment le gardien slovaque Jakub Surovčík. Sans blessure grave, mais à l'issue du match, ce dernier insulté tout au long de la partie et même menacé de mort avec un geste d'égorgement selon le message qu'il a publié ensuite sur son compte Instagram, a informé qu'il avait porté plainte contre son agresseur. Dans le même temps, d'autres supporters du Slavia, hooligans cette fois, cagoulés pour beaucoup d'entre eux, ont traversé le terrain en direction du parcage visiteur, là où se trouvaient les fans du Sparta et toujours depuis la pelouse ont alors lancé en leur direction une multitude d'engins pyrotechniques. Sous le choc, les joueurs du Sparta ont quant à eux refusé de reprendre le jeu après avoir rejoint les vestiaires, estimant que leur sécurité n'était plus garantie et ont donc quitté le stade en autocar.
Traditionnellement, tant dans les tribunes entre supporters que sur le terrain, entre joueurs et encadrement technique des deux équipes, les derbys de Prague entre le Slavia et le Sparta se disputent dans une ambiance souvent très tendue et font toujours l'objet d'importantes mesures de sécurité. Mais cette fois, toutes les bornes ont semble-t-il été dépassées, comme l'a vivement regretté dans un entretien accordé à la radio tchèque Ondřej Kasík, directeur de la communication du Sparta. C'est une situation complètement folle. Personne ne peut être préparé à cela. Notre interprétation est très claire. Ce dont nous avons été les témoins est la conséquence d'une haine envers le Sparta exprimée ouvertement et de longue date à tous les niveaux, y compris sur les réseaux sociaux et par les responsables du Slavia eux-mêmes dans leurs interventions médiatiques. Nous avons beaucoup de respect pour le Slavia qui, comme le Sparta, compte de nombreux supporters. Le derby entre nos deux clubs est le seul et le sel du football tchèque. Le Sparta sans le Slavia et le Slavia sans le Sparta ne seraient pas ce qu'ils sont. Mais nous avons vraiment besoin que le foot dans son ensemble sorte de cette situation. Il en va de sa crédibilité aux yeux du public. La grande majorité des supporters vivent pour ce sport et pour leur club et ils ne méritent pas ce genre d'incident. Samedi soir, aussitôt après le match, Jaroslav Tvrdik, ancien ministre de la Défense, qui occupe les fonctions de président du Slavia depuis sa reprise par un groupe chinois en 2015, a annoncé que le club accepterait toutes les sanctions qui seront prises à son encontre et ne ferait appel d'aucune d'entre elles, quelle que soit leur sévérité. De même, l'attaquant international Tomáš Hóry et le défenseur David Dodiera, expulsés samedi après avoir asséné un coup de coude à un adversaire pour le premier et insulté très vulgairement l'arbitre pour le second, ne porteront plus le maillot du Slavia et ont été priés tous les deux par leur direction de se trouver un nouveau club dès cet été. De son côté, réunie en urgence dimanche, la commission de discipline de la Fédération tchèque de foot a annoncé qu'elle statuerait ce mardi, soit la veille de la 33e journée de championnat prévue au calendrier. Une journée où le Slavia accueillera Jablonec pour un nouveau match à l'issue duquel le club pragois pourrait décrocher le titre de champion, mais cette fois dans un stade qui devrait rester à huis clos. En attendant, selon les médias tchèques, l'issue la plus probable à ce derby qualifié souvent de scandaleux est la perte du match sur tapis vert pour le Sparta avec un score final de 3-0 en faveur du Sparta, la fermeture de son stade et une amende qui devrait atteindre un montant record de plusieurs millions de couronnes. À 3 journées de la fin de la saison, la lutte pour le titre de champion entre le Slavia et le Sparta pourrait ainsi se retrouver relancée de manière tout à fait inattendue. Mais pour le football tchèque, un football tchèque à un mois du premier match de son équipe nationale à la Coupe du Monde, là n'est vraiment plus l'essentiel. Il n'y a pas que dans la capitale tchèque, à Prague, qu'on peut découvrir des œuvres contemporaines. Tout de suite, direction Ostrava, en Moravie-Silésie, à la galerie Plateau, qu'a visité pour nous Magdalena Hrozinkova. Quel son aimait le sol? L'artiste écologiste suisse Markus Meder présente à la galerie Plateau son projet inédit Sounding Soil. En s'intéressant à la manière dont les arbres des Alpes résistent à la sécheresse et réagissent au changement climatique en général, il a planté un peu par hasard son micro hypersensible dans le sol pour découvrir que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le monde sous nos pieds est loin d'être silencieux. Grâce à ce projet, des scientifiques étudient cet univers sonore souterrain, jusqu'ici inconnu et tout aussi intéressant que par exemple celui des océans. Sounding Soil est un projet international dans la mesure où tout à chacun peut contacter cette équipe scientifique, emprunter un micro spécial et enregistrer le son du monde souterrain dans son pays respectif. À partir de ces enregistrements, on constitue une base de données sonores qui fait l'objet de recherches approfondies.
Explique Edith Jeřábková, l'une des 2 commissaires de l'exposition organisée en collaboration avec le Centre polonais d'art contemporain Zamek Ujazdowski à Varsovie. Edith Jeřábková ajoute. Par cette exposition, nous voulions attirer l'attention sur le monde souterrain, inconnu et négligé. Le sol n'est pas là seulement pour être exploité ou pour nous nourrir, c'est un lieu plein de vie. Nous devrions le connaître et le respecter, nous tourner aussi vers l'agriculture régénérative. Nous présentons beaucoup de vidéos, donc il est possible de passer pas mal de temps à la galerie ou de venir plusieurs fois. Je voudrais attirer l'attention par exemple sur l'œuvre de l'artiste tchèque Denica Langrova. Elle a mené un dialogue fictif avec le microbiologiste australien Walter Yen qui nous sert en quelque sorte de guide dans cette exposition. Il explique très bien pourquoi il est important de prendre soin du sol qui, entre autres, refroidit notre planète. Si l'on traite bien le sol, on peut résoudre de nombreux problèmes écologiques, mais aussi politiques et sociaux liés au changement climatique. Les artistes qui nous accompagnent lors de cette découverte passionnante de l'univers souterrain sont eux aussi un peu comme les organismes qui y vivent, estime la commissaire polonaise de l'exposition, Mariana Dobkowska. Ils s'engagent dans des processus à long terme comportant des phases invisibles. Ce travail aboutit parfois à des collaborations inattendues. Tout cela se reflète dans leurs œuvres. Personnellement, j'aime beaucoup celle de l'artiste polonaise Ewelina Wegiel qui se cache au fond d'une salle obscure. C'est une œuvre audiovisuelle avec une projection vidéo sur 3 écrans et le son à écouter avec un casque qui nous fait découvrir le sous-sol de l'escarpement de la Vistule à Varsovie. La photographe Jana Kononova s'intéresse aux tourbières dans la partie centrale de l'Ukraine, tandis que l'artiste et jardinière tchèque Barbora Lounova étudie la symbolique des fleurs dans des cultures différentes et notamment au sein des communautés LGBT. Dans sa vidéo, l'artiste néerlandais Joëri Guépin nous présente sa grand-mère qui a pratiqué dès la fin des années 1940 l'agriculture biodynamique, étant l'une des pionnières de ce mouvement aux Pays-Bas. D'autres artistes encore ont installé leurs œuvres dans l'immense bâtiment des anciens abattoirs d'Ostrava, dont la transformation a figuré en 2024 en tant que premier projet tchèque parmi les finalistes du prestigieux concours d'architecture contemporaine de l'Union européenne, le prix Mise van den Rohe. Marek Pokorny est le directeur de la galerie Plateau. Quand on lui demande ce qu'il aime le plus dans cette ancienne friche industrielle construite en briques rouges, sa réponse ne surprend pas vraiment. Le jardin, c'est un jardin en permaculture dont nous nous occupons nous-mêmes et qui, d'une part, fait contrepoids à cet espace d'exposition plutôt classique et d'autre part parvient en quelque sorte à s'immiscer dans ce bâtiment. Notre galerie Plateau a donc été fondée il y a 10 ans parce qu'Ostrava, la 3e ville du pays, n'avait pas de centre d'art contemporain digne de ce nom, comme on en trouve à Brno ou dans d'autres grandes villes du pays. Pourtant, la scène artistique locale a été très intéressante, notamment dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, nous sommes une galerie renommée, une référence en Tchéquie, mais aussi en Europe. Et le pays avec lequel nous collaborons le plus, c'est évidemment la Pologne. Les touristes polonais viennent en nombre chez nous, mais nous avons aussi des projets communs avec le magasin Centre national d'art contemporain de Grenoble en France ou avec le centre Spike Island de Bristol en Grande-Bretagne. Plusieurs événements vont accompagner l'exposition Le Sol et ses amis, notamment une conférence internationale organisée à la mi-mai ou encore une nuit blanche prévue pour le grand public du 20 au 21 juin prochain. C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le reste de l'actu tchèque en français, c'est sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Instagram, sur Facebook, sur X, mais aussi sur Blue Sky. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent, ahoy.